Le Praxis en podcast. Rencontre avec Benjamin Breveton, auteur de l'article éclairé sans éblouir, quel renouveau pour le management public. Benjamin Breveton, bonjour. Vous êtes enseignant à l'IAE de Poitiers, également directeur de l'établissement. Vous avez écrit dans le dernier Praxis des phares dans la nuit un article intitulé « Éclairé sans éblouir, quel renouveau pour le management public ». Alors pour commencer simplement, comment expliqueriez-vous le New Public Management à quelqu'un qui n'est pas spécialiste du management public ? Question pas facile. Déjà, on pourrait peut-être commencer par le traduire et nos amis québécois aiment dire « nouveau management public », c'est peut-être déjà un peu plus clair. Ce que l'on peut, en première approximation, dire, c'est que le nouveau management public, c'est en réalité toutes les réformes qui ont été mises en place par les pays de l'OCDE depuis les années 70, depuis 1970. Concrètement, en France, les premières réformes, c'est par exemple ce que l'on appelle la RCB, la rationalisation des choix budgétaires qui a imposé au niveau de l'État le développement de nouvelles façons de voir le budget, de construire le budget. Et quelques années plus tard, la mise en place des cellules DPO, donc de direction par objectif, où chaque ministère avait mis en place une cellule et on affectait des objectifs à ces ministères. Peut-être la réforme la plus emblématique pour caractériser le New Public Management, c'est la LOLF en 2001, qui est là une réforme qui va avoir un impact conséquent, notamment sur le budget de l'État. Et puis c'est aussi dans cette réforme où on va commencer à parler beaucoup de performance. On parle de PAP, de RAP, donc de plan annuel de performance, de rapport annuel de performance. Donc c'est, pour répondre peut-être simplement, c'est l'ensemble de ces réformes qui parcourent l'État des années 70 à nos jours. Et avec un principe, et c'est peut-être cela qui est le plus important, qui est qu'on doit moderniser le management des organisations publiques. Et comment moderniser le management des organisations publiques ? Eh bien, on va utiliser, mobiliser les outils, les techniques, les pratiques qui sont celles du management des organisations du secteur privé, que l'on va implanter dans les organisations du secteur public. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée principale. Et cette idée, au départ, elle se limite à la sphère étatique. Les exemples que j'ai pris concernent l'État. Mais à partir du XXIe siècle, on va voir apparaître un ensemble de réformes qui, très rapidement, vont permettre de développer ce principe, donc transférer des outils, des pratiques des organisations privées vers les organisations publiques dans d'autres sphères publiques que celles de l'État. Pour prendre quelques exemples symboliques, on pourrait parler du lancement en 2007 de la mise en place de la T2A. Donc T2A, c'est la tarification à l'activité. C'est au sein des hôpitaux et ça va révolutionner le mode de financement des hôpitaux. Peut-être un exemple qui nous touche plus ici, c'est la mise en place de la loi d'autonomie des universités qui va proposer aux universités de gérer maintenant seules leur budget. Et puis plus récemment, en 2015, la loi NOTRe, qui est une loi de réorganisation des départements et des régions. Donc voilà, l'ensemble de ces réformes, pour être un peu concret, se regroupe dans une école de pensée, parce que ce n'est pas vraiment une théorie, une école de pensée qu'on labellise souvent de NPM, New Public Management. Merci pour cette contextualisation. L'article se trouve dans le dossier thématique du Praxis 8, on rappelle le thème des phares dans la nuit. Et donc vous en profitez pour reprendre cette métaphore du phare du management censé nous guider. Et un phare finalement devenu trop aveuglant. Est-ce que vous pouvez développer avec nous cette idée ? Oui, c'est vrai que le NPM a inspiré beaucoup de réformes ces dernières années, ces dernières décennies, et on peut se demander si ce phare n'a pas été un peu trop aveuglant. Je parlais tout à l'heure des logiques, de l'irruption des logiques de performance dans le secteur public. À quoi servent-elles concrètement aujourd'hui ? On peut se poser la question pour être peut-être un peu plus
précis, ce que l'on constate et ce que les travaux éclairent, c'est que souvent, il est plus important pour une organisation de dire que de faire. C'est-à-dire qu'il y a, en matière de performance publique, une surenchère rhétorique qui est extrêmement forte. Donc, lorsque l'on étudie ces organisations publiques, que ce soit l'État, les collectivités locales, on parlait des hôpitaux, des universités, on s'aperçoit que ces systèmes de performance ont été développés mais sont rarement opérants. Donc effectivement, le phare a été un peu trop aveuglant. Après, il ne faut pas se masquer une difficulté, c'est que il est extrêmement difficile de mesurer la performance d'une organisation publique. Dans une organisation privée, la performance, c'est son résultat. Donc aujourd'hui, si on regarde les indicateurs financiers, on va parler d'EBITDA, on pourrait plus simplement parler de chiffre d'affaires, de rentabilité, si on s'intéresse à des indicateurs financiers. Au sein de l'organisation publique, on doit vraiment faire la différence entre le résultat de l'action publique et son impact. Son impact pour l'environnement, pour la société. C'est la différence entre l'outcome et l'output en anglais. Donc le résultat et l'impact. Si je suis une organisation publique et si je suis à l'université, par exemple, le résultat, c'est peut-être le nombre d'étudiants diplômés. Ça, c'est assez facile. Nous, ici à l'IAE, mais comme de partout, nous sommes capables très facilement de vous donner le nombre d'étudiants qui sont diplômés. Mais quel est le véritable résultat de l'organisation publique ? C'est son impact. Que font ces étudiants une fois qu'ils sont diplômés ? Par exemple, très simplement, quel est le taux d'emploi ? C'est déjà un peu plus compliqué. Peut-être encore plus compliqué. Est-ce que l'emploi occupé par ces diplômés correspond bien à leur niveau d'études ? Et là, on est capable de caractériser l'impact sur la société. Vous pouvez faire le parallèle avec les médecins. Savoir le nombre d'opérations, savoir le nombre de consultations, c'est un résultat, c'est assez facile. Mais savoir si ces opérations et ces consultations permettent d'améliorer la santé des Français, ou de tel type ou de tel autre type de Français, ça c'est un peu plus compliqué. Donc il ne faut pas négliger ce que nous, chercheurs, appelons la double fonction de production des organisations publiques. Donc c'est difficile, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les organisations qui ont mis en place, on s'aperçoit que ces systèmes sont assez limités dans la pratique. Vous parlez également dans votre article d'un risque de dépublicisation. Donc, voilà, on le constate, vous égrenez plusieurs problèmes. Est-ce qu'ils viennent du New Public Management en tant que tel ou plutôt de la manière dont il a été appliqué ? Oui, c'est vrai que les problèmes que l'on évoque, on pourrait se dire, mais finalement, je parlais tout à l'heure de la surenchère rhétorique. La surenchère rhétorique, on l'a aussi dans le privé. Ce n'est pas une spécificité de l'organisation publique. Montrer, par exemple, je ne l'ai pas évoqué, mais montrer que les logiques de performance nuisent à l'innovation, c'est un résultat de recherche qui existe dans le privé comme dans le public. Mais il y a un risque supplémentaire. Et ce risque, il est important. C'est le mot que vous avez prononcé, c'est le risque de dépublicisation. En fait, on a des exemples assez marquants qui montrent que le déploiement des logiques de performance ont abouti à dépubliciser l'organisation publique. Et ça, c'est un risque spécifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que dépubliciser ? Ça veut dire enlever les fondements de l'action publique. Alors, dans l'article pour le Praxis, nous prenons l'exemple de Pôle emploi pour dire que les personnes qui étaient les conseillers et les conseillères devaient quelque part rendre compte de leur performance et sur un indicateur phare qui était le nombre de personnes qui avaient retrouvé l'emploi grâce à leurs actions. Qu'ont fait les personnes de Pôle emploi ? Les personnes de Pôle emploi, elles ont fait une chose de très simple, c'est qu'elles ont regardé les dossiers qui étaient les plus faciles à placer. Des gens qui avaient des niveaux d'études supérieurs ou qui, peut-être sans niveau d'études, qui avaient un profil qui était actuellement demandé dans l'environnement. Et quelle a été la conséquence de cet acte ? Les personnes qui avaient vraiment besoin de l'organisation publique, elles sont passées à côté. Donc en fait, on est arrivé dans un système où, à cause de cet indicateur de performance, on a placé des personnes, qui se seraient sûrement placées
sans nous. Et à l'inverse, ceux qui avaient vraiment besoin de l'action publique, eh ben, on les a laissés de côté et on les a mis en bas de la pile. Donc ça, c'est un risque majeur, c'est un risque important qu'on retrouve dans cette organisation, qu'on peut retrouver à l'université, qu'on peut retrouver aussi à l'hôpital. C'est oublier les fondements de l'action publique. J'aimerais bien revenir, si vous le voulez bien, sur cette notion-là de perte de fondement. Ça apparaît dans une phrase que je vais me permettre de vous lire. En adoptant des logiques managériales inspirées du monde de l'entreprise, l'organisation publique tend à se diluer dans des modes de fonctionnement qui en altèrent la finalité, entraînant ainsi une perte progressive de ses fondements. Alors j'extrapole peut-être un petit peu, mais est-ce qu'on peut parler aussi d'un risque de perte de sens de la part des agents publics qui, pour beaucoup, on le rappelle, s'engagent d'abord par vocation ? C'est aujourd'hui une problématique centrale. Alors, à titre personnel, je la vois moins dans mes travaux, mais il est évident que l'éruption des logiques du privé dans le public peut créer cette déstabilisation, une déstabilisation un peu RH, un peu humaine. Et effectivement, alors là, on a des travaux qui constatent des pertes de sens, puis aussi un perte d'attrait du service public. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que, et ça, on a aussi des travaux de recherche qui le montrent, c'est que il est difficile de faire cohabiter des logiques qui sont des logiques différentes. Les logiques du privé ne sont pas celles du service public, et sans jugement de valeur de ma part. Et lorsqu'on les regroupe dans une même organisation, la question est de savoir si elles sont compatibles. Et aujourd'hui, ce que l'on souhaiterait, c'est arriver à les maintenir en tension, c'est-à-dire être dans une organisation où on parle de performance, mais en même temps, on est capable de faire du service public, d'avoir une attention à l'usager. Et aujourd'hui, ce que montrent les recherches, c'est que cet équilibre, il est difficilement tenable et que souvent, on a les deux solutions inverses ou extrêmes qui arrivent, c'est que les logiques privées vont prendre le pas sur la logique publique. Et là, évidemment, on se retrouve avec une perte de sens terrible de la part des agents qui travaillent dans ces organisations publiques, qui ne se sont pas engagés comme ça et qui ne s'y retrouvent plus. Et puis, on a aussi la deuxième chose, c'est qu'on a aussi des organisations où c'est la logique publique qui va prendre le dessus. Et là, on a des logiques de performance qui n'arrivent pas à émerger et qui resteront de la rhétorique. Aujourd'hui, on a beaucoup de travaux de recherche sur l'hybridation. Comment est-ce qu'on hybride ? C'est extrêmement intéressant, extrêmement percutant. Comment est-ce que, par exemple, on parlait d'indicateurs de performance, comment est-ce qu'on fait dans un tableau de bord d'une université pour réconcilier ces logiques ? Comment est-ce qu'on met en place des indicateurs qui sont clairement tournés vers la logique de service public et en même temps, d'autres indicateurs qui montrent, par exemple, que l'on gère bien les fonds publics, que l'on fait attention à nos dépenses. Voilà, donc cette mise en tension, aujourd'hui, elle est difficile et c'est pour ça que, n'arrivant pas à trouver l'équilibre, on peut se retrouver dans une perte de sens pour les managers et plus globalement les acteurs de l'organisation publique. Alors Benjamin Drefton, j'aurais une dernière question à vous poser pour conclure ce podcast. Pour sortir de cet aveuglement, vous évoquez de nouvelles pistes comme la Digital Era Governance ou la New Public Governance. Si on devait résumer simplement, à quoi ressemblerait le service public de demain si l'on suivait ces modèles ? Plus de numérique, mais aussi plus de coopération et de mise en réseau ? Oui, ce qu'il faut, c'est peut-être rompre avec le modèle proposé par le New Public Management. Ce modèle, il est extrêmement instrumental. On nous fait croire que le management d'une organisation publique passe par des outils, par des pratiques qui auraient été inventées dans un contexte autre que celui de l'organisation publique. Peut-être on peut essayer d'imaginer moderniser l'organisation publique sans une visée instrumentale performative. Donc l'idée, et ce courant de recherche, il date de maintenant, il y a une quinzaine d'années, l'idée c'est d'essayer de proposer ce que les chercheurs ont nommé le post-NPM. Donc qu'est-ce qui se passe après ? Et effectivement, ce qui se passe après, c'est peut-être essayer d'oublier les outils, essayer d'oublier l'instrument, remettre l'humain au centre et essayer de rendre l'organisation un peu plus agile. Il ne s'agit pas, alors des fois on entend ce terme de bureaucratie et ce terme de bureaucratie, il est souvent extrêmement critiqué
parfois à juste titre. Mais n'oublions pas que pour Weber, la bureaucratie, c'est l'organisation moderne au début du XXe siècle. Donc au départ, il y a quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement juste et bon dans la bureaucratie. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut débureaucratiser. Je suis en train de dire qu'il faut peut-être réinventer le management public et peut-être même l'inventer. Arrêtez de penser que la référence, c'est le privé. Puisque c'est ça le problème avec le New Public Management, c'est qu'on imagine que la référence, c'est le privé et que si on fait comme le privé, on va moderniser. Mais les études dans le privé, par exemple les études qui s'intéressent au déploiement des outils de performance, elles montrent qu'il y a aussi des critiques fortes, que ça crée du stress, que ça crée du burn-out, que ça crée des situations de conflit. Donc peut-être que notre objectif, c'est peut-être d'essayer d'inventer, d'innover, j'ai des collègues qui parlent d'innovation, d'innover en termes de management public. Regardons-nous et essayons de faire les choses pour le service public en s'appuyant sur nos fondements. Donc finalement, Taylor, il avait défini le management comme, je le rappelle dans le papier, je vais me permettre de le lire, l'art de savoir ce que l'on veut faire et ensuite de voir comment le faire de la meilleure façon qu'il soit, moins coûteuse. Donc peut-être que l'idée, c'est passer de faire à quelqu'un à faire bien ensemble. Et je finis le texte là-dessus avec une référence à Cicéron qui nous parle qui décale un peu l'origine du management et qui dit que le management c'est la bonne gestion et qui nous propose une gestion beaucoup plus humaniste de ce concept. Peut-être qu'il faudrait essayer de travailler sur cet angle-là, remettre l'humain au centre, essayer de penser le management non pas comme un enchaînement de pratiques et d'outils, mais comme des personnes qui doivent travailler ensemble. Merci Benjamin Drefton pour cet éclairage sur le New Public Management. Merci à vous. Un article qui, on le rappelle, figure dans le Praxis Suite des phares dans la nuit et que nous vous proposons dans son intégralité. À bientôt pour de nouveaux podcasts.